Qui est l'être humain? À l'heure où de nombreuses entités veulent requalifier l'être humain, lui assigner une nature qui ne lui sied pas, un comportement qui ne lui convient pas, les poussant dans un tel déséquilibre qu'ils ne sont même plus en mesure de savoir de quel genre sont-ils. Cette même entité se cachant derrière la science, l'évolution et la sophistication, s'érige en toute arrogance et condescendance comme étant la crème de l'humanité, sans vraiment se rendre compte qu'elle est sûrement son fond de cuve. Quoi qu'il en soit, la réponse à cette question doit être formulée d'une manière perceptible et non pas par des philosophies abstraites. Personne n'a attendu la découverte des chromosomes pour comprendre que l'homme n'est pas un animal, que la femme n'est pas son rival et que l'enfant n'a pas le sens des responsabilités. Ce raisonnement est compréhensible à notre échelle, mais voyons ensemble ce que nous dit l'humanité dans sa globalité. Pour ce fait, nous avons observé une multitude de civilisations, des plus anciennes comme les Sumériens et les Égyptiens, des plus lointaines géographiquement telles que les Mayas et les Aztèques, aux plus singulières telles que la civilisation japonaise et chinoise, aux civilisations universalistes telles que la civilisation musulmane, ou aux civilisations se prétendant l'être telles que la civilisation occidentale d'avant-guerre. Nous avons pris le temps de les observer, et malgré les différences, qu'elles soient géographiques, temporelles ou religieuses, nous avons trouvé une multitude de points communs. Ces points communs qui sont une réalité historique et habituelle sur la nature de l'humanité, qu'on pourrait nommer la tradition humaine. Et par ces traditions, nous pourrons percevoir l'identité manifeste de la créature qu'on appelle l'être humain. Le premier point commun de ces civilisations est la hiérarchisation. Toutes ces civilisations avaient un dirigeant, qu'il se nomme pharaon, roi, empereur, calife ou président. Les civilisations, telles que nous les connaissons, ont toujours su s'organiser quand ils le voulaient, afin de permettre une répartition des rôles et des responsabilités. Il en est de même pour la conséquence de cette hiérarchisation. Certaines élites pouvaient être justes et généreuses, ce qui apportait une période de développement et de tranquillité. Et il pouvait y avoir des élites sournoises et tyranniques, ce qui pouvait provoquer des révoltes et des atmosphères de désespoir. Et ce qui va de pair avec la hiérarchisation, et qu'on mettra en deuxième point commun, c'est l'idéologie ou la croyance religieuse. Car pour mener leur société, les élites ont besoin de donner un sens à leur gouvernance. Et de tout temps, certains ont été sincères et d'autres manipulateurs afin d'accéder à leur objectif. Et ce qui est valable hier est valable aujourd'hui. Quand certains mentaient au nom de la religion, aujourd'hui des gens mentent au nom de la démocratie. Quand certains mouraient pour des valeurs religieuses, aujourd'hui des gens meurent pour les valeurs du capitalisme et du consumérisme. Le schéma humain reste inchangé. Par contre, les buts et les valeurs changent. Et ce qui vient s'additionner à cela, et qu'on mettra en troisième point, c'est la spiritualité. Elle a toujours été une composante de l'idéologie et la croyance. Car comment peut-on accepter une idéologie ou une croyance si elle n'engendre pas de bienfaits chez les individus? Beaucoup ont trouvé une satisfaction dans la prière et les adorations envers leur Seigneur, afin d'atteindre certains buts, notamment le paradis. Et il en est de même aujourd'hui, car les sociétés modernes ont bien une forme de spiritualité. La spiritualité est le fait de trouver une cohésion intérieure afin de poursuivre des objectifs extérieurs, qu'ils soient matériels ou immatériels. Et dans cette quête d'équilibre personnel, l'être humain a toujours évolué dans ce que l'on peut appeler une structure sociale. Et ceci est notre quatrième point commun, sachant qu'une des institutions centrales, qui fut même le ciment que l'on retrouve dans toutes les civilisations, n'est rien de plus que le mariage. En effet, le mariage a toujours été un lien solide entre les êtres humains. Il est la base pour transmettre non seulement les valeurs morales et spirituelles, mais assurer également la transmission de savoir-faire entre générations, en garantissant la continuité culturelle. Le mariage est un moyen de garantir la succession de biens et de droits. Le mariage consolide les alliances et rapproche les familles, ce qui renforce la cohésion sociale. Mais surtout, le mariage est le moyen le plus fiable de mettre au monde des enfants dans des conditions saines, afin que l'enfant soit élevé avec tout ce qu'un homme et une femme savent apporter, car la complémentarité des deux parents a toujours été positive pour l'enfant. Mariage, éducation, enseignement est l'apanage de toutes les civilisations. Et qui dit enseignement dit science, ce qui nous fait rentrer dans le cinquième point commun. Effectivement, toutes les civilisations ont leur apport dans ce monde dans la science et l'innovation. Que serait l'écriture sans les Sumériens? Que serait l'architecture sans les Égyptiens? Que serait l'agriculture sans les Mayas? Que serait la métallurgie sans les Chinois? Que serait la chimie et les mathématiques sans la civilisation musulmane? Et les exemples peuvent être évoqués à l'infini. L'homme contemporain doit prendre conscience que les innovations d'aujourd'hui ne sont que le produit et l'aboutissement des innovations d'hier, que les civilisations antérieures nous ont léguées, et il ne doit pas prendre ce résultat afin d'affirmer une supériorité intellectuelle, car le contraire de la reconnaissance est bien l'ingratitude, et le contraire de l'humilité est bien l'orgueil. Cela étant dit, la science n'est la propriété de personne,
Mais cette même science a su élever les civilisations en leur permettant certains avantages de par leur innovation, ce qui nous amène au 6e point commun, qui est le commerce. Technique artisanale, méthode d'élevage et agricole, confection, armement et tout ce qui peut se vendre a souvent été une force clé des civilisations. Routes commerciales, marchés, logistique sont des habitudes ancrées dans l'humanité. L'homme n'a pas attendu les banques pour s'enrichir et mettre en place tout ce qui peut favoriser et structurer son enrichissement. Les hommes n'ont pas non plus attendu de prendre des cours de marketing pour comprendre des logiques telles que l'offre et la demande, l'exclusivité ou le monopole. Et qu'est-ce que l'homme aime les monopoles? D'ailleurs, c'est bien une des raisons qui est la cause de nombreuses guerres dans l'histoire humaine. Ce qui nous fait rentrer dans le 7e et dernier point commun des civilisations humaines que nous avons sélectionné. La guerre, rapport de force, confrontation, brutalité sont des comportements qui n'ont jamais quitté les civilisations qui ont foulé cette terre. Et comme à son habitude, il y a celui qui en abuse afin de servir une haine ou un orgueil prononcé, et celui qui se sert de la force en toute justice afin d'apporter cohésion et équilibre dans les sociétés établies. Quoi qu'il en soit, les faits énoncés ne sont rien d'autre que les réalités que nul ne peut rejeter d'une manière générale, et les exceptions ne seront là que pour justifier la règle. Et chaque habitant qui compose cet environnement pourrait par un tant soit peu de recherche confirmer ses habitudes humaines. Mais il y a bien une habitude et un comportement étrange dans le monde moderne qui paraît plus être d'une nature diabolique que d'être d'une nature humaine. C'est cette hypocrisie outrancière qui permet à certaines sociétés de se prétendre bienveillantes tout en inondant le monde de leurs armes, ou en revendiquant un tel degré d'humanité, en signant des chartes ici et là pour protéger les droits humains tout en étant les sociétés les plus génocidaires que le monde ait connues, ou oser apporter des concepts socio-idéologiques étranges en vomissant sur 6000 ans de civilisation. Cela étant dit, la conclusion de ce sujet d'une importance cruciale et identitaire est que la créature que l'on nomme être humain est une créature sociale et hiérarchique, ayant un cœur inné à la spiritualité, se structurant par des normes élémentaires qui lui sont propres. La science est sa couronne et l'innovation est son spectre. Enclin à l'amour ou à la haine, la violence est le valet qu'un des deux peut servir, tout comme la richesse qui n'a de cesse de l'envoûter. L'homme est capable du meilleur ou du pire, au point de devenir admirable ou méprisable, cherchant le chemin dans ce qui va profondément l'anoublir.